Salut! Comment ça va depuis le temps? Coucou! Hey, coucou! Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode, hein, vraiment. Me voici en présence de Thibaut Merkel, mon alcoolique, et en présence de moi-même et Ismaël Diallo, évidemment. On est de retour. Alors, l'épisode va être un petit peu laborieux, évidemment, parce que c'est le retour. Mais on est content de se Ouais, retrouver. on a pris un sacré coup de vieux depuis. Ouais, les neurones sont partis. Ouais, on commence à avoir de l'arthrose. De l'arthrite, ouais, de l'art-thérapie, calcul rénaux. Jean. Jean Reno. Ah ouais! Jean Calcul. Non. Bah non, là, ça marchait pas. C'était peut-être un ministre de la Troisième République, t'en sais rien. Oui, c'est vrai. Ouais. Jean Calcul. C'est possible, ça marche. Bref, Jean Reno plutôt. T'enlèves quelques lettres, ça fait Jean. Juste Ça fait quoi, Jean Cal. Jean Cal. Mais t'enlèves Cal. Jean. Non, je vois pas. Bah, si vous avez la réponse en commentaire, évidemment. Si YouTube vous laisse l'écrire, quoi. Bien sûr. Bah, mettez des points, on comprendra. On est tellement Ou intelligent. des emojis. Oui, ouais, non, pas du tout. Alors, aujourd'hui, on est Ouais. ici rassemblés, non pas pour prier, mais pour parler de l'année, on peut dire ça, le bilan de l'année des super-héros en 2025. On avait fait un épisode où on attaquait un peu Marvel bien fort. On va continuer de les attaquer, mais on n'a pas encore refait un deuxième épisode énervé. Mais ça reviendra. Et d'ailleurs, on n'a pas encore fait d'épisode sur DC, et ça serait bien que ça vienne, parce que c'est quand même intéressant de comparer les deux. Bref, en attendant, on va faire un petit bilan de ce que devient les franchises de super-héros en 2025, de ce qu'on en pense, à travers deux films. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, les deux films que tu évoques, on a donc Superman côté DC, les 4 Fantastiques côté Marvel. Il y en a un qui lance une franchise, et il y en a un qui est le dernier maillon d'une franchise de 20 ans. Donc c'est marrant de voir justement un petit peu les différentes approches. Il y a peut-être même des approches identiques, alors qu'on est sur deux concepts opposés quasiment. Et en même temps, la question c'est est-ce qu'on a fait le tour aussi, ou est-ce que justement il y a encore des nouvelles choses à apporter. Je pense que ces deux films essayent aussi peut-être de répondre à cette problématique. Ouais, il y a une tentative de nouveau souffle avec une réinitialisation du MCU, en tout cas, maintenant, et donc un départ sur une toute nouvelle chose. Pour l'instant, je dirais pas ce que j'en pense, mais du coup, niveau d'ici, c'est quoi l'intérêt de relancer ou de terminer, du coup? Moi, pour le coup, c'était l'un des films que j'attendais le plus cette année. Pour plein de raisons, c'est que déjà, je suis un fou de Superman. N'en déplaise à certaines personnes de mon entourage. Je comprends toujours pas. Et donc, justement... Le mec est en slip rouge, putain. Comment tu peux aimer un mec en slip rouge? Bordel, c'est pas possible. Non, on a dit adieu au vieux, ce qu'on appelait le DCEU, donc ce qui a commencé avec Man of Steel il y a 12 ans maintenant, avec Zack Snyder, tout ça, et tous ces films qui avaient certains des qualités, puis certains qui étaient des catastrophes, et c'est avec aucune vision, personne derrière qui gérait, enfin une anarchie totale, et au final, un truc qui a un peu fini comme un soufflet, et qui était, ouais... C'était une approche particulière, on l'aimait pas, j'étais pas un grand fan. Il y a quand même eu la Snyder Cut qui était cool. Il a tout repris lui-même. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça hyper cohérent et cool. Ouais, je sais. Et pas hyper long. En fait, c'est très long, mais c'est pas long. Ouais, mais il y avait quand même moyen de mieux faire quand tu penses. Justice League. Okay. Bon. Bref, tout ça pour dire que ils ont décidé de dire, écoutez, on met derrière nous tout ce bordel, on le met derrière nous parce que ça a assez mal fonctionné. Et on recommence depuis le début, sauf qu'on commence avec une vision dès le départ, avec un seul type. Alors ils sont deux, James Gunn et Peter Safran, mais c'est James Gunn vraiment qui va être à la tête créative, on va dire, de tout l'univers. Et en gros, son approche, c'est on commence pas un film tant qu'on n'a pas un scénario terminé de A à Z et validé. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est son approche, et c'est une approche que je respecte. C'est-à-dire qu'on va faire des films quand on sait exactement pourquoi on le fait,
quand on sait ce qu'on veut mettre dedans, quand on sait comment on veut le commencer, comment on veut le terminer. Ça devrait tout le temps être comme Ce ça. qui devrait être tout le temps comme ça. Non, mais on se dit que c'est une dinguerie. exactement. Alors que c'est normal. Voilà, ça paraît logique quand on le dit comme ça, et en fait, et donc ils ont décidé de rebooter complètement l'univers avec cette fois-ci une personne. Alors ils sont deux, James Gunn, Peter Safran, mais une personne vraiment qui s'occupe des rênes vraiment créatives. Donc James Gunn, qui est connu pour Les Gardiens de la Galaxie chez Marvel. Et donc, lui, son idée, c'est on va pas, donc on va recommencer depuis le début. Je vais mettre en place un nouveau monde, et surtout, on va pas donner le feu vert à un film tant que j'ai pas un scénario sous les yeux, qui a un début, une fin, et que j'ai validé personnellement. Et ça, effectivement, ça paraît con. Mais en fait, tu en se rends compte que chez la concurrence, chez Marvel, ça fonctionne pas toujours comme ça. Ça fonctionne même rarement comme ça. C'est-à-dire qu'on a un traitement, on a un début de scénario, mais on n'a pas quelque chose de complet. On commence quand même à tourner. Et petit à petit, pendant le tournage, on va commencer à rajouter des choses parce qu'on est aussi en train d'écrire les 3 prochaines séries et les 3 prochains films qui vont sortir l'année d'après. Et on va commencer à incorporer des choses. James Gunn, il voulait justement éviter ça. Et donc, il s'est dit, mes films, les plus possibles, ils vont être connectés film-série, on va faire la même idée d'univers étendu, mais je veux que mes films, ils aient un début, une fin, et qu'ils soient, on va dire, cohérents et indépendants, et qu'ils se tiennent d'eux-mêmes. Et donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul film qui est sorti de son univers. Il y a des séries qui sont sorties, mais il n'y a surtout qu'un seul film, qui est donc Superman. Donc pour l'instant, c'est difficile de juger ce nouvel univers avec un seul film, mais moi, j'arrive à voir justement la ligne directrice. Et c'est une ligne directrice qui me plaît. Et qui me plaît beaucoup plus que ce qu'on a pu connaître par le passé. Voilà. C'est en tout cas ma vision des choses. Et je trouve que commencer par Superman, c'est une certaine logique puisque c'était le tout premier super-héros. Donc une fois de plus, il garde son côté au-dessus de tout le monde. Mais justement, je trouve que James Gunn, il va lui apporter quelque chose de... Et je trouve qu'il arrive à démontrer ce que moi je dis depuis 10 ans, quand on me dit « Oh, mais Superman n'est plus la merde ». Je trouve que James Gunn, il a à peu près compris ce que moi aussi je vis depuis 10 ans, quand on lui dit ça, et il arrive à montrer qu'en fait, c'est pas juste un personnage surpuissant, parce que justement, on voit beaucoup ses défauts, et c'est peut-être le film dans lequel on voit le plus ses défauts. Et c'est des défauts humains. Il est hyper naïf, il veut faire bien, mais il est maladroit. Il a des pouvoirs, il veut s'en servir, mais quelque part, il veut en plus ne pas faire de mal, mais en fait, il peut pas s'en empêcher non plus parce que il est surpuissant et que du coup, ça crée des problèmes diplomatiques, etc. Mine de rien, le film, il a un côté un peu léger, fun, parfois même un peu idiot, mais idiot dans le bon sens du terme. Pas idiot débile, mais idiot un peu, on se prend pas trop au sérieux. Tout en soulevant, je trouve, quand même des questions importantes. Et justement, tout en nous montrant ce nouveau Clark Kent, Superman, qui est beaucoup plus humain que ce qu'on a pu voir avec Henry Cavill, qui avait un côté presque plus mythologique. Et puis quand on voit l'acteur Henry Cavill, il a quelque chose de pas humain, on a du mal à se sentir proche de ce gars-là, parce qu'il est grand, il est baraqué, il est beau gosse. Alors oui, David Corenswet, le nouveau Superman, il est grand, il est baraqué, il est beau gosse, mais je trouve qu'il apporte quelque chose de beaucoup plus humain au personnage. Oui, ils l'ont fragilisé. Dès les premières scènes, de toute façon, il est en train de se faire tabasser, donc tu vois rarement Superman avec des ecchymoses et qui s'est fait rouler. Par contre, moi, justement, qui ne suis pas amateur de Superman, je trouve qu'ils ont abusé avec ce côté. Il a des fragilités, ok, il a des fragilités, mais dans la série que je regardais à l'époque, et en tout cas dans ce que je connais de Superman, il a des fragilités qui sont mises en avant. Elles sont plus subtiles. Là, c'est pas subtil. Moi, j'ai pas aimé ce film. J'ai pas aimé ce film parce que je trouve que c'est toujours surfé sur la politique du moment, avec les histoires de hommes-femmes, de vulnérabilité des hommes, de machin. Je serais d'accord dans la vie de tous les jours, évidemment, de te dire qu'un homme, il a ses vulnérabilités. C'est important de le montrer et un peu casser cette image de l'homme justement indestructible.
Puisque nous sommes humains. Superman n'est pas humain. Je ne suis pas du Si, tout. il est humain, c'est justement ça que le film essaie Ouais, de mais moi, démontrer. je suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. Tu peux avoir des doutes, tu peux être triste, et c'est OK, parce que je comprends l'univers dans lequel il est, et c'est questionnant par rapport à sa force surpuissante, et même qui viennent d'une autre planète. Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est qu'on en fasse trop et qu'on le rende même plus faible qu'un humain lambda qui n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire que le mec lambda, il va pleurer, il va être faible, mais avec parcimonie, parce que sans ça, il n'arrive pas à réussir sa vie. S'il se remet en question tout le temps, s'il doute toutes les 2 secondes, enfin, c'est un mec qui va rater, quoi. Et puis c'est n'importe quel individu. Là, on a un mec. Enfin, moi, j'ai trouvé ça compliqué de le voir dans cette position-là, en sachant tout ce qu'il pouvait faire dans sa vie, en aidant les autres, et d'être tout le temps en train de se dire ouais, il faut que je prenne en compte. Et puis, voilà, l'histoire d'amour avec l'autre, là. Enfin, j'ai du mal parce qu'en fait, elle le respecte pas du tout, et je trouve que c'est le traitement du rapport amoureux homme-femme dans ce film est vraiment à l'image de ce qu'on essaye de nous vendre en permanence, c'est-à-dire que les femmes ont le droit d'être mesquines, d'être méchantes, parce qu'excuse-moi, Lois Lane, elle n'est pas gentille du tout dans ce Superman, et elle est gentille qu'à la fin quand le gars, il s'est mis bien. Donc en fait, ils sont en train d'essayer de casser ce qu'on cherche tous à casser, hein, cette image de mec parfait et qu'il faut accepter les défauts de l'autre, sauf que quand il est vulnérable, elle ne le calcule pas. Et le seul moment où elle va renouer des liens avec lui et lui dire qu'elle l'aime, c'est quand il réussit sa mission. Donc qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre en fait? Qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre? Le mec, il lui prouve par A plus... Alors déjà, sa surnervosité, enfin, c'est pas Superman, ça, désolé. Superman, il y a quand même un peu de sang-froid. Ouais, mais dans ce que j'ai vu, en tout cas de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu, le peu que j'ai lu et ce que j'ai vu avec les aventures de Superman, mais Man of Steel et tout, c'est pas un mec, il a besoin de s'énerver. Enfin, déjà, quand t'as beaucoup de puissance comme ça, t'as pas besoin d'être nerveux, généralement. Et moi, je fais des sports de combat, et plus le combattant, il est hoche, plus il est fort, et moins dans la rue, il va s'énerver avec les gens, parce qu'il sait très bien qu'il peut démarrer quelqu'un à n'importe quel moment, et qu'en fait, il n'a pas besoin de le faire pour faire comprendre les choses. Donc moi, quand j'ai vu ce mec-là s'énerver pour une interview et tout, je dis, ils en font trop. Tu sais, le stéréotype du mec, qui est comme c'est un mec, forcément, il s'énerve. Et là, je me suis dit, c'est trop. C'est trop. C'est trop, et en plus, ça dessert un peu le propos. Moi, j'ai pas accroché. Je suis pas d'accord avec les idées qui ont été mises. Et Lois Lane, c'est une mauvaise personne pour moi, voilà. Donc finalement, ils ont essayé de faire un truc qui était naze. Voilà, une meuf contrôlante sur un pauvre type qui est hyper puissant mais qui contrôle pas sa colère. Et puis, elle le tège dans sa vulnérabilité. Tu contrôles pas ta colère, t'es comme ci, t'es comme ça. Moi, par contre, je suis toute puissante et j'ai le droit de dire si j'aime ou si j'aime pas, et j'ai le droit de cacher mes sentiments. Ok ? Toi, par contre, tu dois tout dire. Et arrivé à la fin, il a réussi, c'est le meilleur, bah je t'aime. Ah, moi j'ai dit non. Alors moi ça c'est non. Ça c'est dégueulasse. Donc moi j'ai pas apprécié. Après, au-delà de cette histoire qui m'a un peu perturbé, parce que je pense que c'est aussi à chacun ce que ça renvoie, moi ce qui m'a dérangé, c'est le scénario qui est vraiment claqué, en fait. Il est nul. Excuse-moi Thibaut, hein, je suis désolé, je démolis ton film. Je vais démolir Marvel. Il n'y a pas de parti pris là. Mais tu vas me dire ce que t'en penses. Par contre, tu ne me touches pas. Superman. Non mais, tu vois, on va spoiler, là c'est tout de suite. À la fin, quand il se péta contre son double maléfique dirigé par ordinateur, et il y a des caméras qui tournent, et qu'en fait c'est grâce à ces caméras s'ils voient le combat et donc ils peuvent donner les ordres, et qu'en fait c'est le chien de Superman qui détruit les caméras, alors que Superman avec ses yeux il aurait pu les détruire depuis le début, on est d'accord. Il aurait pu détruire ces caméras qui suivent et le bot les détruire tout de suite, et du coup le gars ne pouvait plus se battre, sauf que ça arrive à la fin et c'est le chien qui détruit les caméras. Et donc c'est qu'à la fin qu'il arrive à sortir de ce mec qu'il aurait pu tabasser depuis le début en détruisant lui-même les caméras.
Donc ça, là déjà, moi j'étais là, j'ai fait, attends. Donc on arrivait à la fin du film, pour qu'il ait l'idée de détruire les caméras avec son chien, il aurait pu le faire avec ses yeux bioniques. Non, mais les caméras, elles contrôlent pas le personnage. Elles contrôlent la vision du Oui. combat, et donc du coup, grâce à ça, ils peuvent donner les ordres. Oui, et mais c'est comme ça qu'ils gagnent. Oui, d'accord. Mais Bah, excuse-moi. non, mais d'accord, mais là, t'es sur des détails. Non, le détail il est hyper important. Mais non, Parce qu'en fait, c'est ce qui va amener la fin du combat, de ce combat. Oui, d'accord, mais ce combat, c'est pas le plus important, ce combat. Bah, c'est celui qui lui C'est un fait combat perdre secondaire. déjà le début, tout le début. C'est un combat secondaire. Bah oui, mais tout le début, Là, c'est à d'accord. cause de ça qu'il se fait tabasser. Donc à quel moment il a l'idée à la fin de détruire les caméras? Il aurait pu le faire dès le début. Non, moi ça m'a bloqué. Moi, tu connais. Moi, ce genre de détails, ça me dérange. Ouais, honnêtement, bon, ok, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est parce que là, tu te concentres sur les détails. Moi, pour finir, on va pas y passer des heures, mais moi, j'ai aimé les grandes lignes de ce film. Il y a plein de choses, quand tu vas commencer à aller, justement, commencer un petit peu à aller dans les détails, il y a plein de choses qui n'ont aucun sens, j'en conviens. Toute la partie justement où avec les Pocket Universe, avec les failles qui commencent à se mettre en place et tout, il y a des choses, c'est pseudo-scientifique, mais en fait c'est du bullshit, mais bon, et c'est pas grave, c'est pour mettre en place le spectacle, c'est pour mettre en place ceci, cela, ok, admettons, peu importe. C'est pas ce qu'il y a de plus important, moi c'est pas ce que je retiens de ce film. Ouais. Ce que je retiens de ce film, c'est la volonté du cinéaste derrière, qui malgré toutes les imperfections, et je trouve que les imperfections, quelque part aussi, moi, elles ont rendu le film assez fun à regarder. Ce que je comprends derrière, c'est que il a une vraie compréhension et une vraie affection pour ce personnage, qu'il a envie de nous partager, il a envie de nous montrer des choses que lui, il voit dans le personnage que d'autres cinéastes avant lui n'ont pas forcément vu, cinéastes ou même d'ailleurs scénaristes de bande dessinée. Et il a essayé d'y mettre du cœur. Il a essayé d'y mettre de lui, il a essayé de... Toute la partie, alors après, voilà, on n'aime pas, mais toute la partie avec le chien, avec Crypto, c'était pas du tout prévu à la base, et c'est James Gunn qui a, pendant l'écriture du film, qui a adopté un chien qui était dans le besoin, et qui lui a rendu la vie dure, mais il aime tellement son chien, il s'est tellement rapproché de lui qu'il a décidé de l'incorporer au film. Et je trouve que c'est assez mignon, et les scènes avec le chien, même si c'est un faux chien, d'ailleurs, c'est assez impressionnant visuellement quand même, ça faut reconnaître. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé, j'ai accroché le côté un petit peu, sincère, entre guillemets, sur un film à 200 millions de dollars. On peut de temps en temps parler de sincérité. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de sincérité dans le fond, qu'on n'était pas sur un produit que cynique, et qu'il y avait des choses auxquelles j'arrivais, moi en tout cas, à me raccrocher d'un point de vue émotionnel. Et pour finir là-dessus, il y a un truc que j'ai adoré, et peut-être que tu vas me dire que c'était ridicule et que je mérite d'être fouetté sur place publique pour ça. Non, jamais de jugement comme ça. Une de mes scènes préférées, ou en tout cas de mes plans préférés, c'est quand il y a l'espèce de kaiju en plein centre-ville et que Superman, il fait quoi? Il prend le temps d'aller sauver un écureuil qui allait se faire écraser dans tout le bordel. Et ça, je trouve que c'est ce genre de petits détails qui résume qui est Superman. Parce que un Batman, jamais il ira sauver un écureuil, il s'en bat les couilles. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et Superman, il peut se permettre, lui, d'avoir le temps parce que c'est Superman, et il peut, et il le fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans aucun film Superman. Et je trouve que ça résume bien ce que moi j'ai vu et ce que j'ai aimé du film. Malgré, une fois de plus, tout ce que tu peux critiquer autour. Moi, je décide de me concentrer sur le positif parce que Superman est un personnage positif, rayonnant, solaire, contrairement à ce que Zack Snyder a essayé de nous montrer il y a 10 ans. Ouais, bah après moi c'est peut-être ça aussi, j'ai peut-être préféré la version dark parce que moi je préfère les anti-héros, j'aime bien le côté sombre de chaque personnage, c'est pour ça que j'aime bien The Boys. Là ça faisait un petit peu Luke Skywalker, un personnage que j'aime pas trop dans Star Wars finalement, au début en tout cas, et plus tard dans les livres c'est plus intéressant déjà. Effectivement, un peu trop, trop, peut-être trop positif, comme tu dis. Mais je comprends qu'on l'apprécie, ce film. Le chien, je trouve que c'était un peu trop. Et Supergirl, j'ai pas compris. Ça annonce le prochain film. Bien sûr, mais j'ai quand même pas compris. Il va falloir guetter de ouf parce que
Ça, c'est pas pareil. J'attends vraiment Supergirl de pied ferme parce que ça s'inspire d'un comic book qui s'appelle Superman Woman of Tomorrow, qui est l'une des meilleures bandes dessinées DC Comics de ces 10 dernières années. Ouais. Donc s'ils arrivent à faire une belle adaptation, pas qu'ils l'arrêtent, quoi, qui sont à peu près fidèles au script et au visuel, s'ils arrivent à faire ça, ça va donner un très grand film de super-héros. On croise les doigts. Mais en tout cas, moi, je suis hyper hypé pour la suite et pour tout ce que James Gunn met en place et ce qu'il a mis en place avec Peacemaker et avec tout ce qui va suivre. Okay. Moi, je suis saucé. Je suis saucé en tant que fan. Peut-être que effectivement, si je prenais du recul et si j'étais comme toi déjà pas fan à la base, je pense que j'arriverais pas à voir tous ces côtés positifs. Ouais, mais après c'est important et puis même de toute façon ça parle aux fans avant tout et c'est bien pour ça que ça a marché. En tout cas pour toi. Ça prouve que on se rapproche peut-être un peu plus de ce que les fans veulent voir de Superman et qu'on s'éloigne un peu plus de ce qu'ils veulent plus voir. Et c'est pour ça que ça marche sur toi et que ça marche pas sur moi. Moi non. Moi, tu vois, après, il faut qu'ils se calment un peu aussi avec les relations hommes-femmes, les trucs, il faut qu'ils arrêtent parce que ça me. Enfin, c'est grossier, c'est grotesque, c'est mal fait, c'est des caricatures l'un l'autre. Moi, ça me dérange. Surtout pour des sujets hyper importants comme ça. Rentrer du caca dans la tête des gens comme ça, faut pas. C'est mal fait. Mais après, à côté de ça, par contre, c'est un beau film. Je trouve que les effets spéciaux sont spectaculaires. Les prises de vue choisies en FX, elles sont incroyables parce qu'effectivement, la caméra, tu l'as plus qui tourne maintenant comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par ordinateur, mais je trouve que ces choses faites par ordinateur sont belles maintenant. Et je trouve que ce film, il monte le niveau effets spéciaux. Je trouve qu'il pousse vraiment très fort et ça augure de bonnes choses dans ce qu'on va nous proposer au niveau FX dans les prochaines générations de films de super-héros. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de limites maintenant. Il y en a encore. Non. Mais il y en a de moins en moins. Après, je verrai la suite parce que moi, quand je commence quelque chose, je termine toujours, même si je n'aime pas forcément. Donc, je verrai la suite avec plaisir. Ok, on sera là pour en parler. Exactement. Peut-être pas d'ailleurs, peut-être qu'on sera à la retraite. Ouais, peut-être qu'on sera à la retraite. Ouais. En tout cas, il y a un deuxième film de super-héros qui est sorti. Hein, donc on peut clairement faire le parallèle. 3 semaines après, je crois. Ouais, c'était dans la même période, en tout cas, vraiment. Et pareil, donc là, on a un reboot total de l'univers Marvel avec réutilisation des mêmes acteurs, ce qui va vraiment poser problème. Donc j'ai hâte de voir le lien ou pas qu'ils vont faire, parce qu'on sait quand même que Dr. Doom, c'est quand même Iron Man. Et là, frérot, alors ouais, je pense qu'il y a des contrats de ouf qui ont été signés et que le gars leur doit encore des années, ou que ce soit plutôt eux qui lui doivent des années, finalement, parce qu'il est assez impressionnant. Comment il s'appelle déjà, Tony Stark? Parce que moi, dans ma tête, j'ai Tony Stark, mais évidemment. Robert Downey Jr., il est très important dans cette franchise. Je pense qu'il attire beaucoup de monde. Quand il est mort, il y a eu beaucoup de gens pour se plaindre, je pense. Et puis il n'y avait plus personne au cinéma, surtout après. Voilà, parce que c'était une des figures un peu mythiques. Le côté un peu macho, donc ce que voulait plus du tout voir Disney dans ses films, mais qui fait partie de la vie quotidienne. Alors, en plus, macho qui se fait moucher par une femme, mais de façon légitime, pour le coup. Parce qu'elle est bienveillante et tout, mais qu'elle essaie de lui mettre des coups de pression. Donc finalement, moi je préfère ce genre de relation, si je dois faire la comparaison, qu'avec celle que j'ai vue dans Superman. Quand est-ce qu'on parle de 4 Fantastiques ? Bref, donc on retourne sur 4 Fantastiques. En fait, il n'y a tellement pas grand-chose à dire sur ce film. Si j'ai été étonné de la hype de ouf que les gens ont pu avoir envers ce film qui était vraiment nul à chier. Il y a plein de belles choses dans ce film, effectivement, au niveau esthétique. Ça, il y a rien à dire, le mélange rétro-futuriste, années 60, mais en même temps dans le futur, j'adore moi ce genre d'univers un peu parallèle, qui me fait penser un peu à Fallout d'ailleurs, même dans le grain, dans le traitement de l'image. Mais au-delà de ça, on a encore une fois énormément de caricatures de personnages, de volonté de casser des clichés, et pour moi qui vont dans le mauvais sens.
Alors, j'adore Pedro Pascal. J'adore sa lutte aussi qu'il a pour les communautés de toutes sortes. Et ça, je trouve ça très cool parce que je défends son avis sur plein de choses. Par contre, dans un film, c'est compliqué d'exporter ça sans nuire au personnage de base. Et moi, j'aime pas les 4 fantastiques. Donc, vraiment, je sais même pas pourquoi je regarde les films. Le mec, il aimait rien. Ouais, c'est vrai que c'est pas. J'aime pas je suis pas fan parce que je suis pas Ouais. fan du design et je suis pas fan des pouvoirs. Donc, à partir de ce moment-là, c'est compliqué de regarder un truc où les pouvoirs te parlent pas, genre Monsieur Élastique, rien à secouer de ton pouvoir. Je suis d'accord. La torche humaine, bon, bah, on l'a déjà vu dans 1000 trucs. Enfin, voilà. Bah, voilà, je suis pas hypé de base, donc, mais il y a quand même un respect des personnages, quand même, je pense, qui n'a pas été là parce qu'on a envie de plaire aux gens, qu'on a envie de diffuser des idées politiques. Et ça, moi, je suis réceptif et j'ai beaucoup de mal. Je suis apolitique totalement. Et quand on veut m'insérer des trucs dans la tête en me prenant pour un con, c'est non. Voilà, donc souvent c'est rédhibitoire chez moi, donc je pense que c'est ce qui a fait. C'est pour ça que j'ai parlé longtemps de Superman, je pense que c'est ce qui a fait que ça m'a tout de suite bloqué. J'ai dit, alors non, on ne vendra pas ça. Comme on ne vendra pas les 4 fantastiques un peu woke, machin, parce que j'en ai strictement rien à foutre de toutes ces idées. Bien que je défende le fond, évidemment, qui est le respect de l'être humain et de toutes ses diversités, que ce soit culturelle, sexuelle, religieuse. Mais là, c'est très mal fait, encore une fois. La torche qui est un minable, alors que c'est censé être un super-héros qui sauve des gens. Il y a une femme forte, effectivement, comme d'habitude, chez Disney depuis 1000 ans. Est-ce que c'est légitime? Bah oui et non. Elle a des pouvoirs incroyables, mais c'est pas obligé de la mettre en avant tout le temps, en fait. Parce que son mari aussi, normalement, contrebalance et a une intelligence assez incroyable. Au final, tu te rends compte que c'est juste un mec qui s'enferme et qui veut plus parler à personne et qui n'est pas accessible. Et tu le vois très peu intervenir. Voilà, tu le vois très peu interagir, parce que c'est pourtant un des cerveaux de l'univers Marvel. C'est quand même le mec le plus intelligent. Et le mec, il fait je sais pas, il fait le dépressif. Moi, j'ai dit, bah non, voilà. Surfeur d'argent, ils ont fait une surfeuse d'argent, ça m'a pas dérangé du tout. Mais le personnage est naze. Voilà. Le personnage est complètement naze. Fallait créer une amourette avec. Non, ouais. À la limite, vous auriez pu faire une amourette homosexuelle, ça m'aurait pas dérangé, tu vois, c'était pas grave. Que la torche et le surfeur d'argent soient amoureux, tu vois, à la limite, c'est légitime si tu le fais bien, mais là, ouais, c'est encore une relation homme-femme biaisée par les idées qu'on veut nous mettre dans la tête. Voilà. Donc là, les super-héros 2025, pour ma part, en tout cas, c'est raté. C'est ce que j'allais dire. C'est raté parce que c'est encore de la politique. Et que vous essayez encore une fois de nous mentir en nous amenant du divertissement qui est censé nous faire sortir du monde dans lequel on existe et nous y remettre avec des caricatures pour bien... bah, c'est chiant. Voilà. Moi, ça m'éduque pas. Je pense pas que ça éduque bien les enfants parce que c'est mal fait, encore une fois. Et je pense que c'est pas le rôle des films de divertissement comme cela, d'éduquer, en tout cas, de cette façon-là. Éduquer artistiquement, éduquer avec le sens critique, mais imposer des idées politiques, c'est pas de l'éducation. Ça s'appelle Comment ça du conditionnement idéologique. Ouais. Voilà. Et ça, c'est non. Ça, c'est non. Tu peux amener un sens critique, réfléchir sur l'homme, est-il bon, est-il mauvais quand il se fâche, les conséquences mais être dans le jugement, être dans je vais te dire ce qui est bien ou mal, et je vais te montrer qu'en plus l'homme est mauvais, et il est tellement mauvais que la femme est tellement supérieure, et que machin truc, et que... Bon, ça non. Ça, c'est des idéologies qui appartiennent à ceux qui les pensent et qui y croient. Mais moi, quand je vais voir un film, j'ai pas envie qu'on m'impose ce genre d'idées. J'ai envie qu'on me fasse me questionner, effectivement, sur le rôle de la femme, de l'homme, des diversités, mais j'ai pas envie qu'on me prémâche le travail et qu'on me dise c'est ça que tu dois penser. Voilà. Donc les super-héros 2025, pour moi, c'est pas validé du tout pour le moment.
Et non, mais ça pose une question, même plus large sur, effectivement, sur de plus en plus ce qu'on essaie de nous montrer dans les blockbusters aux États-Unis. Est-ce que aussi c'est en réponse aussi à ce qui se passe dans leur société qui est de plus en plus Fractionné. Exactement. Et est-ce que certains créateurs se sentent obligés de dire maintenant voilà ce qu'il faut penser absolument, parce que si vous pensez ça, en fait ça fait de vous des fascistes. Peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de voir les choses en noir et blanc, mais je pense qu'on est sur une société qui est, comme tu dis, de plus en plus fractionnée, et quasiment avec que 2 clans, quoi. Et que ça devient de plus en plus difficile d'être un peu au milieu des deux et dire bon, détendez-vous de chaque côté, les gars. Parce que maintenant, même quand tu es au milieu, il y a des gens qui te pointent du doigt en disant que tu es un connard et que limite, si tu es au milieu. Tu sais pas prendre parti, donc voilà. Exactement, c'est limite, tu fais partie des fascistes parce que tu es au milieu. Enfin, je pense que ça devient très compliqué aux États-Unis et qu'on est en train, nous, de voir les effets, alors que nous, on prend du recul et qu'on est capable de réfléchir là-dessus et de leur dire bah, écoutez, les gars, là, il y a quelque chose qui se passe chez vous. Et je pense que ça, c'est assez. Enfin, ce que tu évoques depuis tout à l'heure. Et ce qu'on est en train de voir de plus en plus dans ces films, ouais, je pense que c'est assez révélateur d'une société qui est en pleine crise en ce moment. Ouais, mais qui nous importe sa crise, en fait, via les réseaux sociaux et via les films. Ouais, bien sûr. Et là, les gens sont... enfin, la France et les États-Unis, c'est des histoires différentes. On va arrêter de tout mélanger. Donc, des contextes sociétaux différents. Tu peux pas relier l'histoire des Noirs français à celle des Noirs américains, parce que par exemple nous ils sont beaucoup plus liés à l'Afrique que les Américains qui ont été déracinés. Je parle des Afro-Américains. Donc tu vois, déjà ça fait une différence de ouf, tu vois. Pareil pour le traitement de la femme et l'homme, c'est pas du tout les mêmes sociétés, c'est pas du tout le même, tu vois, ils sont dans un libéralisme et un capitalisme qui est excessif, mais depuis très longtemps. Nous, on commence à le voir depuis peu. Tu vois, donc on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas du tout les... Donc il faut arrêter d'importer des combats qui ne sont pas contextualisables. Tu peux avoir les mêmes combats, mais pas avoir le même contexte. Donc le combat ne sera pas le même. Donc pourquoi nous faire croire que nous sommes américains? On n'est pas américains. On reprend notre histoire, on fait des combats selon notre contexte, selon notre histoire, mais nous ne sommes pas américains, on n'a pas à récupérer leurs problèmes en fait. C'est à eux qu'il faut que tu le dises. Parce que eux, ils produisent via leur prisme. Non mais eux, ils font ce qu'ils ont à faire, moi je peux pas leur en vouloir. Ouais, voilà. Moi, aux gens à qui j'en veux, c'est quand ils sortent de ces salles ou quand ils voient des trucs sur Insta et tout, qui se révoltent de la même façon, avec les mêmes revendications que si on était aux États-Unis. Alors c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes combats, le contexte n'est pas le même. Il faut arrêter. Donc, ouais, moi, en tout cas, tant que ça se passera comme ça, ce ne sera pas validé, ce ne sera pas du tout validé. Voilà. Surtout que le contexte fantastique, science-fiction, et là, en l'occurrence, les super-héros, ça a toujours été dans la lutte contre la discrimination. Donc déjà de base, on est déjà dans un univers anti-discrimination et dans l'inclusion, et même dans la remise en question de cette inclusion, notamment les comic books, avec encore une fois Civil War qui est un chef-d'œuvre. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter des couches. Parce que tout est très clair. Quand on va voir un film de super-héros, on va voir de la diversité, de pouvoirs, de gestion des pouvoirs, de la psychologie. On va voir tout ça. D'idéologie. Donc, arrêtez de nous faire chier avec tout ça. Surtout que la mode idéologique va changer dans 10 ans et que ça va être un nouveau truc et que, vas-y, arrêtez. Arrêtez. Vous faites des films et arrêtez. Mais... Je suis d'accord. Bon, et puis à un moment donné, on va se quitter, mais ouais. Je suis d'accord. Moi, il y a un truc qui me choque et c'est le cas aussi pour Superman, c'est qu'on reprend effectivement des problématiques qui sont très actuelles, très très contemporaines, limite qui se passent presque sur 2-3 ans. Quoi. Bon. Et ce film-là, quand on le regardera dans 20 ans, est-ce que justement il aura une portée universelle qui fait que dans 20, 30, 50 ans, on sera encore capable de l'apprécier en tant que grand film?
Comme ça peut être le cas, comme tu peux regarder un Lawrence d'Arabie aujourd'hui et te dire que c'est un des plus grands films du 7e art, point. Et le film, il date des années 60. Bon, bah. Mais est-ce que, justement, tous ces films-là dont on parle, est-ce qu'eux, ils auront cette portée dans 50 ans, 60 ans? Moi, il a déjà plus de portée là. Bah, voilà. Moi, c'est poubelle, donc voilà, il y a Donc, pas. C'est trop estampillé, idéologie actuelle. Ça amalgame tout. Les gens vont se perdre là-dedans. Si c'est fait exprès ou pas, ça c'est une autre question. Mais moi, ça m'épuise, donc voilà. Il y a d'autres endroits où c'est très bien fait. Le sens critique, montrer des femmes fortes, et on en a déjà discuté. La science-fiction, c'est rempli de ça. Et il n'y a pas besoin de l'écrire en gras, en fait. Tu fais un personnage qui est cohérent, qui est féminin ou qui est masculin, mais qui rentre dans ce truc-là de je défends une idée, et j'ai un personnage en face qui défend une autre idée, et ça va être un combat d'idées. Et ça, c'est OK, en fait. Tu vois? Parce qu'après, tu peux te positionner. Mais faut arrêter vos conneries, là. Putain. Bon. Il est pas content. Non, Je sais pas si moi, vous je l'aviez suis compris pas... ou pas? Je suis pas fâché, mais je suis déçu parce que tu repars sur une nouvelle. Voilà. Thunderbolt était pas mal, putain, c'est vraiment dommage. Ah putain, c'est vrai qu'il est sorti en 2025. Il est sorti en J'ai pas vu non plus, 2025, mais- juste avant, il a annoncé les 4 Fantastiques, on sait pas par quel miracle, parce que ils sont vraiment pas liés. Si tu vas voir les 4 Fantastiques, tu dis je vais avoir un petit clin d'œil à Thunderbolt, pas du tout. Alors que l'inverse, c'est oui. Et bah, Thunderbolt, c'est une belle surprise finalement, avec rempli de clichés énormes. Mais quand tu parlais de sincérité, Thunderbolt, hyper sincère. Hyper sincère. Se prend pas au sérieux et pourtant distille des questionnements réels. Et tout est légitime dedans, en fait. Donc c'est très cool. Ok. Voilà. Il avait pas l'air beau esthétiquement. Et bah, Mais il j'en est ai très entendu terne, aussi il est très très bonnes terne, effectivement. Mais ça va avec le thème en fait. Mais ça va avec le thème. Mais il est très terne. Mais finalement, il y a tellement de choses. On va en parler vite fait, si tu me permets, juste pour terminer ça. En fait, il y a tellement de choses qui sont mises à l'intérieur. Ouais, je suis désolé, mais on va pas faire un épisode spécial Thunderbolt parce que ça vaut vraiment pas le coup non plus. Et puis je l'ai pas vu donc. Mais tu vois, il parle de la famille, des problèmes qu'on peut avoir, de lien avec son père, mais sans être là en train d'appuyer, de dire les gens sont méchants. Il t'explique un contexte sociologique, psychologique, tu vois, et tout ça dans un film qui avait rien pour marcher. Il t'explique aussi la place de la femme quand elle a été éduquée d'une certaine manière, machin. Il t'explique le rôle de l'homme, qu'il n'est pas forcément machin, mais tout en te posant des questions, pas en te disant c'est bien ou c'est mal. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film. C'est qu'on te pose des contextes, des sociologies, des psychologies différentes, et ils sont tous là à essayer de faire quelque chose avec leurs lacunes et leurs vulnérabilités, pour le coup, des vraies vulnérabilités, pas des fausses. Et c'est que, en fait, en gros, c'est que des cassos. C'est ça qui est cool. Que des cassos qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ça, c'est humain. Ça, c'est humain. Ça, c'est humain. C'est pour ça que ce film, il est sincère. Même le méchant, faille narcissique énorme, et ben ils l'ont modélisé, la faille narcissique, carrément. C'est ça qui est dingue. Ils l'ont modélisé, ça veut dire que c'est artistique. La faille, elle est palpable, elle est visuelle, elle est plus seulement dans la tête. Et c'est dingue, parce qu'en fait, ce film, il est hyper bien fait. Alors que c'était censé être naze. Mais c'est ça qui est dingue. Qu'est-ce que ça te dit que le film que Disney, sur les 2 films de super-héros qui sont sortis cette année, celui qu'ils ont mis en avant et celui qu'ils n'ont pas du tout mis en avant parce qu'ils s'en battaient plus ou moins les couilles, et ben c'est le meilleur, c'est celui. Je trouve que c'est le meilleur film de super-héros de 2025, c'est Thunderbolt. Et je ne sais pas comment c'est possible. Mais c'est dingue. Parce que c'est hyper sincère. Voilà. Voilà. On en revient toujours à la même chose. Bah, c'est ça, hein, la sincérité. Bon, bah merci en tout cas de nous avoir écoutés. Désolé d'avoir pris un peu plus de temps que prévu sur cet épisode, c'est marrant. Mais finalement, il y avait plein de choses à dire là-dessus. Hein. Il y avait plein de choses à dire, donc c'est cool. Bah, on vous remercie de nous suivre. Et puis on espère que c'était pas trop long. Puis même si c'est trop long, c'est pas très grave. Regardez, on accéléré. Oui, ça va. Oui. C'est bon, et puis on vous fait des bisous. Commentez si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et puis peut-être vous avez une autre vision des choses que nous. Ouais, exactement. Allez. Et on revient bientôt, normalement.
Oui. Oui, oui, oui.